Bonjour à tous, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à une forme particulière de la loi des nœuds. Il s'agit de la loi des nœuds en termes de potentiel, appelée aussi théorème de Millman. Alors il faut savoir que le théorème de Millman est hors programme, donc vous n'avez pas le droit de l'utiliser sous la forme finale que nous écrirons tout à l'heure. Par contre, vous avez tout à fait le droit d'utiliser la loi des nœuds, il s'agit d'une loi de Kirchhoff, et de l'exprimer en termes de potentiel. Donc il faudra normalement la redémontrer à chaque fois. Alors commençons tout de suite avec un premier exemple. Il s'agit ici de déterminer le potentiel que l'on a au niveau du point M, ici au niveau du nœud M. Donc nous allons rechercher la valeur du potentiel. Pour ceci, vous voyez qu'il existe 4 branches différentes. Et donc on aimerait exprimer le potentiel en M en fonction du potentiel en A, du potentiel en B, du potentiel en C et du potentiel en D. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une loi des nœuds, donc nous allons écrire une loi des nœuds en prenant les intensités de chacune des branches qui convergent vers M. Et je vais prendre, comme vous le voyez, par convention, les intensités orientées positivement pointant vers M. Donc je vais avoir ici IA, IB, IC et ID. En appliquant la loi des nœuds en M, on a tout simplement que IA plus IB plus IC plus ID est égal à 0. Et maintenant, il s'agit d'exprimer ces 4 intensités, IA, IB, IC, ID, en fonction des différents potentiels qui nous sont proposés. Commençons par la première branche, la branche de A. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer la différence de potentiel VA moins VM. Je vais l'écrire ainsi. Et je me place en convention récepteur pour la résistance. VA moins VM. Donc vous voyez que la flèche ici de mon VA moins VM, elle est opposée à celle de IA. Donc pour cette première branche, je peux écrire que VA moins VM est égal d'une part à moins EA plus RAIA. Je suis bien en convention récepteur pour la résistance, c'est comme ça que j'ai choisi mon VA moins VM. Passons maintenant à la branche en B. Donc de la même manière, je vais écrire en convention récepteur pour la résistance RB, mon VB moins VM. Et je vais donc avoir que VB moins VM est égal, cette fois-ci vous voyez que EB est dans le même sens que VB moins VM, donc plus EB, et j'ai toujours la convention récepteur pour RB, donc plus RB IB. Intéressons-nous maintenant à la branche en C. De même, je vais me placer en convention récepteur, donc là j'ai bien VC moins VM, et donc je vais avoir que VC moins VM est égal à tout simplement RCIC. La dernière branche, elle est facile, puisque nous avons ici un générateur idéal de courant. Et donc, générateur idéal de courant, ça veut dire qu'il impose dans toute la branche MD, il impose une intensité ID. Le but du jeu, comme nous l'avons vu juste au-dessus, c'est de pouvoir exprimer IA, IB, IC et ID en fonction des potentiels. Donc je vais à partir de ces 3 équations-là, et donc ID, lui, de toute façon est déjà fixé, je vais pouvoir obtenir les différentes intensités. En ce qui concerne IA, on va tout simplement avoir que IA, c'est égal à VA moins VM plus EA divisé par RA. En ce qui concerne IB, nous avons que IB est égal à VB moins VM moins EB divisé par RB. Et enfin, la dernière nous permet de dire que IC est égal à VC moins VM divisé par RC. Bilan des courses, quand je vais réécrire que IA plus IB plus IC plus ID est égal à 0, je vais donc avoir que VA moins VM plus EA divisé par RA plus VB moins VM moins EB divisé par RB plus VC moins VM
divisé par RC plus ID est égal à 0. Et vous voyez qu'on a en commun à chaque fois le VM ici, ici et là. Donc je vais pouvoir passer les termes en VM de l'autre côté et isoler VM. Et au final, on va obtenir que VM est égal à VA plus EA sur RA plus VB moins EB sur RB plus VC sur RC plus ID, le tout sur 1 sur RA plus 1 sur RB plus 1 sur RC. Alors ce résultat peut paraître un petit peu lourd, et il l'est en effet, mais on peut en fait obtenir directement ce VM à partir des différents potentiels qu'on a dans les différentes branches. L'algorithme va être toujours le même. Prenons par exemple la branche en A. Donc cette branche en A, on la repère, et on repère le potentiel au bout de la branche, c'est-à-dire VA. Qu'y a-t-il dans cette branche? On a une résistance, RA, et on a un générateur idéal de tension. Et voici comment s'écrit le terme dans le VM. On va avoir le potentiel au bout de la branche, c'est-à-dire VA ici. Ensuite, on va avoir le EA, que l'on compte positivement, parce que la flèche pointe vers le M. La flèche, vous voyez, du EA pointe vers le M. Et on va diviser par la résistance équivalente de la branche. Et c'est pareil, en dessous, je vais diviser par la résistance équivalente, enfin l'inverse de la résistance équivalente de la branche. Deuxième terme, le terme de la branche en B. Donc on fait la même chose, on repère qu'on a B au bout de la branche, on repère qu'on a un générateur idéal de tension, mais dont la flèche cette fois-ci ne pointe plus vers le M, elle pointe de manière opposée au M, et la résistance totale de la branche, c'est RB. Donc comment s'écrit ce terme? Eh bien VB, le potentiel au bout. Puisque la flèche du EB ne pointe pas vers le M, on met un moins ici, moins EB. Le tout divisé par RB, la résistance équivalente. Et je rajoute au dénominateur 1 sur RB. Autre branche, la branche en C. Je repère le potentiel au bout, c'est-à-dire VC. Cette fois-ci, il n'y a pas de générateur idéal de tension. Donc l'expression dans le théorème de Millman va être tout simplement VC, il n'y a plus de terme en E, divisé par la résistance de la branche. Et je le rajoute en dessous, 1 sur RC. Et enfin, la branche où on a un générateur idéal de courant, eh bien ça là c'est très facile, parce que lui, il impose le courant dans toute la branche, même s'il y a présence de RD. Donc là pour le coup, on en tient compte en mettant plus ID et rien au dénominateur ici. Au passage, si la flèche du ID avait été dans l'autre sens, c'est-à-dire opposée à la direction du M, eh bien on aurait dû mettre un moins devant le ID. Au final, ce théorème de Millman, ou cette loi des nœuds en termes de potentiel, peut sembler assez lourde à l'écriture, mais finalement, on a vu comment écrire les différents termes. Et donc il est possible d'obtenir directement cette expression de VM à partir bien de l'algorithme qu'on a cité précédemment. Encore une fois, je répète, ce théorème de Millman, il est hors programme. Donc tout dépend du concours où vous l'utilisez. Dans certains concours, on peut accepter le théorème de Millman directement, mais éventuellement on pourra vous demander une démonstration. Et dans d'autres concours, eh bien, on ne l'acceptera pas, il faudra partir de la démonstration. Mais vous voyez que la démonstration, finalement, c'est une simple loi des nœuds, et plutôt que d'être perdu à ne pas savoir quoi faire de IA, IB, IC, ID, eh bien là, on a cet algorithme qui nous permet, pour chacune des branches, d'écrire les IA, IB, IC en fonction des différents potentiels. Alors débutons tout de suite avec un premier exemple, un petit peu plus concret, d'utilisation de ce théorème de Millman. Nous avons ici un circuit assez compliqué, vous voyez, puisqu'on va avoir 3 mailles, comme ceci, et donc dans ce circuit-là, on aimerait avoir l'intensité I qui traverse cette résistance. Ce circuit ne peut pas se simplifier, du moins pas par les méthodes prévues au programme, et donc il va falloir essayer d'obtenir ce I par les lois de Kirchhoff. Vous voyez que ça peut être assez compliqué, sauf si on utilise le théorème de Millman.
Alors je vous conseille, pour voir si vous avez bien compris ce qui précède, de faire pause sur la vidéo et de chercher par vous-même. Si vous êtes bloqué, une petite indication, on pourrait poser M ce point-là. Ce point est à la masse. Ça signifie que tous les points situés sur ce fil-là sont eux-mêmes à la masse, c'est-à-dire un potentiel nul. Deuxième indication, on peut poser ici A pour ce nœud et B pour celui-ci. Et autre indication, si vous le souhaitez, utilisez le théorème de Millman en A, utilisez le théorème de Millman en B et essayez d'obtenir VA. Alors allons-y, utilisons le théorème de Millman, ou loi des nœuds en termes de potentiel, au niveau du nœud A. Donc je commence par VA égale. Donc là, je suppose que j'ai le droit d'utiliser le théorème de Millman. Encore une fois, ce n'est pas forcément le cas dans tous les concours. Donc dans ce cas, il faudra redémontrer cette expression de VA à partir de la loi des nœuds que vous appliquerez au niveau de A. Et vous vous souvenez, dans ce cas, on prend l'intensité dans cette branche-là, celle-ci et celle-là, en les faisant toutes les trois pointer vers le nœud A. Donc dans la branche du bas, il faudra prendre du coup moins I, comme ceci. Et donc ceci nous permettra en tout cas d'exprimer le potentiel A, comme nous allons le faire maintenant de manière directe. Alors, pour VA, il faut repérer les différentes branches qui arrivent à VA. Donc nous avons ici la première branche, celle de gauche. Nous avons celle-ci, la directe là, qui nous intéresse. Et puis nous avons la troisième qui va vers B. Alors commençons par la première. La première branche, on a dit que sur le numérateur, on allait avoir sur le terme du haut le potentiel au bout de la branche. Le potentiel au bout de la branche, c'est Vm. Alors oui, je sais, Vm vaut 0, mais je vous conseille d'écrire dans un premier temps Vm, et on le prendra nul par la suite. Qu'y a-t-il d'autre dans cette branche? Eh bien, nous avons un générateur idéal de tension avec la flèche qui pointe justement vers le A. Donc si vous avez bien compris ce qu'on a fait précédemment, ça va être Vm plus E. Et la résistance équivalente, c'est R. Ensuite, on n'oublie pas qu'au dénominateur, on rajoute le 1 sur R correspondant à la contribution de cette branche-là. Deuxième branche, nous avons ici cette branche de AM directement, celle qui nous intéresse. Donc là, il n'y a pas de générateur idéal de tension, donc on va écrire tout simplement le potentiel au bout de la branche divisé par R avec 1 sur R en bas. Et dernier point, la dernière branche, celle qui va de A à B. Cette fois-ci, le potentiel au bout de la branche, c'est VB, divisé par R, plus 1 sur R. Maintenant, on peut dire que Vm est égal à 0, puisque c'est le potentiel de la masse. Et on va donc avoir que VA est égal à E sur R, plus VB divisé par R, le tout divisé par 3 sur R. Les 1 sur R se simplifient, donc je vais avoir E plus VB divisé par 3. Premier résultat sur VA. Deuxième calcul, VB. Donc VB, on va le faire directement. VB, qu'est-ce qu'on a comme branche? Eh bien, nous avons la première branche qui va jusqu'à A. Donc pour ce VB-là, on va écrire que la contribution, ça va être VA divisé par R, et je rajoute le 1 sur R en dessous. Ensuite, branche suivante, celle qui descend, il y a un I0. Donc le I0, on a vu que lui c'était très facile, vu qu'on a une loi des nœuds, c'est juste le I0. Et il n'y a pas de contribution R, même s'il y avait une résistance dans la branche, on ne la mettrait pas. Et enfin, la dernière, celle qui va à droite, comme ceci. On repère toujours le potentiel au bout, le potentiel au bout de cette branche-là, si je me place ici, c'est toujours Vm, c'est-à-dire le potentiel de la masse. Donc on va avoir Vm. Et il y a un générateur idéal de tension. Donc générateur idéal de tension, vous vous souvenez, la flèche ici, elle est éloignée du point B, et donc ça veut dire que je vais l'écrire avec une contribution négative, moins E. La résistance totale R, donc tout ça divisé par R, plus, en bas, on n'oublie pas, le 1 sur R. On peut maintenant remplacer Vm par 0, et on peut simplifier par les R. Donc ceci va nous faire, du coup, VA, plus
je vais me retrouver avec du RI0 moins E, et le tout divisé par 2. Et donc on a notre deuxième résultat, premier résultat en VA, deuxième résultat en VB. Donc celui-ci on le note 1, celui-ci on le note 2, et le but du jeu c'est d'avoir l'intensité I. Alors vous voyez que pour avoir l'intensité I, il suffit juste d'avoir VA, parce que si j'ai VA, et bien du coup je vais me retrouver avec VA moins VM, qui vaut VA, et ceci est égal à RI, je suis en convention récepteur. Donc pour avoir VA, il suffit tout simplement de faire partir VB entre les deux équations. Donc l'équation 1 me permet de dire que VB c'est égal à 3VA moins E, et ça je vais l'injecter dans l'équation numéro 2. Et donc je vais avoir que 3VA moins E est égal à VA plus RI0 moins E divisé par 2. Et donc, je vais me retrouver avec le 2, je multiplie à gauche, donc je vais avoir du 6VA, avec un V à gauche, donc je vais avoir du coup du 5VA, lorsque tout s'annule. Je vais avoir du moins 2E qui peut partir à droite, donc RI0 plus E, et on a que VA est égal à 1/5 de RI0 plus E. Et donc, l'intensité qu'on recherche, qui vaut VA moins VM divisé par R, c'est-à-dire VA sur R, c'est égal à 1/5 de I0 plus E sur R. On a un résultat qui est bien homogène, et on a réussi à obtenir, sans beaucoup de calcul, l'intensité I dans cette branche AM. Alors nous allons aborder maintenant un nouveau type de composant, l'amplificateur opérationnel, AO, ou son autre nom c'est amplificateur linéaire intégré, ALI, qui nous ouvrira la voie vers d'autres circuits intéressants comme nous allons le voir. Que faut-il savoir sur l'amplificateur opérationnel? Comme vous pouvez le voir, il y a deux entrées, l'entrée dite moins et l'entrée dite plus. La première est la borne inverseuse et l'autre la borne non inverseuse. Il y a aussi une sortie ici. Il faut savoir qu'un amplificateur opérationnel, lorsqu'il fonctionne de manière idéale, a deux intensités d'entrée qu'on appelle I- et I+, toutes les deux nulles. Et il faut également savoir que lorsqu'il fonctionne en régime linéaire, les potentiels en moins et en plus sont égaux. C'est la seule chose dont nous aurons besoin pour l'ensemble des circuits que nous verrons ensuite. Concernant la sortie, il y a une intensité de sortie, IS, mais nous n'avons aucune information sur cette intensité. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais utiliser la branche de cette sortie-là pour une loi des nœuds. Nous n'avons aucune information sur IS. Commençons avec un premier circuit qui fait intervenir l'amplificateur opérationnel, où vous avez une tension d'entrée VE, ici, et la tension de sortie VS. Donc le but du jeu, ça va être de trouver le lien entre VE et VS. Donc je vous laisse y réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez faire ça par les méthodes traditionnelles, ou vous pouvez également le faire avec le théorème de Millman, ce que nous allons faire par la suite. Si vous le souhaitez, je peux vous donner une indication. Appliquez le théorème de Millman ici, sur ce nœud-là, en A. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, sinon je vous donne le résultat. Si on applique le théorème de Millman en A, on va avoir que VA est égal à... Quelles sont les branches qui partent de A? Alors on va avoir trois branches qui vont partir de A, celle déjà qui va jusqu'à VE. Donc pour celle-ci, le potentiel au bout de la branche, c'est VE, et je vais le diviser par R1, la résistance de la branche. Deuxième branche, nous avons cette branche-là, où il y a I-, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, I- vaut 0, donc dans la loi des nœuds, ça n'intervient pas. Et on a enfin la dernière branche, celle qui fait intervenir ici le R2 et qui finit avec VS. Donc on va avoir plus VS sur R2. Et on n'oublie pas de mettre au dénominateur la contribution
du coup de la première branche, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Le point important à noter, comme nous l'avons dit en présentation de là-haut, c'est que le moins ici a le même potentiel que le plus. Il se trouve que le plus est relié à la masse. Ça veut donc dire qu'on va avoir que VA est égal à V-, est égal à V+, est égal à 0. Conclusion de l'histoire, VE divisé par R1 plus VS divisé par R2 est égal à 0. C'est-à-dire que le rapport VS sur VE est égal à moins R2 divisé par R1. On a un dispositif qui permet d'avoir une tension de sortie VS différente de la tension d'entrée et multipliée par un facteur R2 sur R1. Si R2 est plus grand que R1, on a dans ce cas réalisé une amplification. À cause du moins, on parlera d'amplificateur inverseur. Alors est-ce qu'on peut amplifier indéfiniment? Non, parce que comme nous le verrons en TP, l'amplificateur opérationnel, il a besoin d'un générateur extérieur. Généralement, le générateur extérieur, c'est une tension de l'alimentation de plus 15, moins 15. On peut descendre à plus 12, moins 12. Mais en tout cas, lui ne peut pas non plus générer en sortie une tension infiniment grande. Il est limité. On va avoir une saturation. Et généralement, la saturation, elle est entre 12 et 15 volts. Donc ça veut dire que si jamais votre rapport R2 sur R1 est trop grand et que VS atteint des valeurs supérieures à ces 15 volts-là, eh bien on aura une saturation. Mais tant qu'on reste dans une gamme d'amplification plus petite, on a bien l'amplificateur inverseur. Allez, considérons maintenant ce nouveau montage, toujours avec un amplificateur opérationnel. Le but du jeu étant d'obtenir US en fonction de U1 et de U2. Là aussi, je vous laisse un petit peu de réflexion. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Petite indication, appliquez le théorème de Millman en A et appliquez le théorème de Millman en B. Alors allons-y pour appliquer le théorème de Millman en A. Donc comme vous pouvez le voir, partant de A, nous avons trois branches. La première qui a au bout U1, la deuxième qui a au bout US et la troisième ici qui est une branche morte puisque nous savons que I- vaut 0. Donc en termes de loi des nœuds, en termes de potentiel, cette branche-là n'interviendra pas. Ce qui nous fait donc VA est égal à, branche de gauche, on va avoir U1 sur R1, on écrit le 1 sur R1 en bas, plus la branche du dessus, US divisé par R2, et on écrit 1 sur R2 en bas. De même, loi des nœuds en termes de potentiel en B. VB est égal à U2 divisé par R1 plus le potentiel de la masse, je vais noter Vm divisé par R2 et divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ce potentiel de la masse, de toute façon, on sait qu'il va être nul. Alors si je le fais écrire, c'est pour la simple et bonne raison que le fait de l'écrire en haut, ça permet d'éviter d'oublier le terme en 1 sur R2 en bas. Enfin, VA étant égal à VB, on va pouvoir écrire que notre premier résultat, U1 sur R1 plus US sur R2, divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2, est égal à U2 sur R1 plus rien du tout, on avait dit 0 ici, divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Vous pouvez voir au passage que les deux dénominateurs sont égaux, ils vont pouvoir s'annuler, et on va donc pouvoir en déduire US en fonction de U1 et U2. Et il vient directement que US est égal à R2 divisé par R1 multiplié par U2 moins U1. Et ce résultat-là est très intéressant parce que ce montage nous permet d'avoir une soustraction U2 moins U1. On parle de montage soustracteur. Il y a certes un coefficient multiplicatif R2 sur R1 près, mais si on prend R2 est égal à R1, on a que US est égal à U2 moins U1. Dernier exemple. On va considérer maintenant une tension d'entrée UE qui va être sinusoïdale, et donc la tension de sortie US sinusoïdale.
L'ensemble du circuit fonctionne en régime linéaire, en particulier l'amplificateur opérationnel. Donc tous les dipôles ont des grandeurs, tension, intensité, qui vont varier en oméga. On peut donc passer en complexe directement. Et donc remplacer la C1 par 1 sur JC1 oméga et le condensateur par une impédance de 1 sur JC2 oméga. Ce qu'on va faire directement sur les calculs derrière. On souhaite avoir US en fonction de UE. Et vu qu'on est en complexe, donc je vais avoir un US complexe et un UE complexe ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour essayer de trouver US en fonction de UE. Petite indication, appliquez le théorème de Millman en A, appliquez le théorème de Millman en B. Est-ce qu'on peut l'appliquer en D? Non, on ne peut pas. Souvenez-vous, j'avais dit qu'à la sortie de l'amplificateur opérationnel, l'intensité n'était pas connue et donc on ne peut pas appliquer une loi des nœuds sur le nœud D, sachant qu'une des intensités qui arrive sur ce nœud-là n'est pas connue. Alors allons-y pour l'application. On va avoir que VA est égal à, il y a 3 branches, la branche de gauche qui elle va contribuer en disant que c'est UE bar divisé par R1, plus la branche de droite qui sera égale à VB bar, d'ailleurs le VA est un VA bar, divisé par R2, plus la dernière branche où je vais avoir VD bar divisé par 1 sur JC2 oméga. Et donc ça nous fait JC2 oméga directement. Et on n'oublie pas 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus JC2 oméga. De même pour VB. VB est égal à la branche qui va vers A, donc VA bar divisé par R2, plus, eh bien je vais avoir la masse, donc VM bar éventuellement, divisé par 1 sur JC1 oméga, donc JC1 oméga. Et nous savons que la branche qui va vers l'entrée plus de là-haut est une branche morte. Donc ça nous fait donc 1 divisé par R2 plus JC1 oméga. Le VM est égal à 0, donc ce terme-là s'en va. Et donc j'ai un lien directement entre VB et VA. Et je vais pouvoir le remplacer pour faire partir justement VA et VB entre les deux équations. Ceci devrait nous faire intervenir seulement UE d'une part et V d'autre côté. Or VD, si vous regardez sur le schéma, VD est bien égal à US bar. Je reprends la deuxième équation. La deuxième équation me permet d'écrire que VA bar divisé par R2 est égal à 1 sur R2 plus JC1 oméga, facteur de VB complexe. C'est-à-dire que on va avoir VA est égal à 1 plus JR2 C1 oméga multiplié par VB. Mais regardez avec attention le circuit. VB en fait est égal à V+. En régime linéaire, V+ est égal à V-. V- est égal à VD qui lui vaut US. Donc en fait nous avons directement trouvé le lien qu'il y a entre VA et US. C'est-à-dire 1 plus JR2 C1 oméga multiplié par US bar. Si je reprends maintenant la toute première expression, eh bien je vais pouvoir réinjecter ce résultat dans la première expression, donc qui était la loi des nœuds en termes de potentiel appliquée en A. Ceci nous amène à tout simplement 1 plus JR2 C1 oméga multiplié par US bar qui est égal à UE bar divisé par R1 plus VB divisé par R2. Mais VB, on a dit que c'était US. Donc US bar, facteur de 1 sur R2 plus JC2 oméga. Et le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus JC2 oméga. Il ne nous reste maintenant plus qu'à écrire US en fonction de UE, ce que je vais faire directement. Nous venons d'obtenir la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre 2. Vous pouvez vérifier ça
en prenant les valeurs asymptotiques de oméga, tendant vers 0 et tendant vers plus l'infini. Ce filtre a néanmoins besoin d'une source d'énergie d'extérieur, puisque là-haut ne fonctionne pas seul, il a besoin, comme je l'ai déjà dit, d'une alimentation externe, et donc on parlera de filtre actif. Donc tout ceci termine la vidéo sur la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc encore une fois, je vous rappelle qu'elle est hors programme, que le résultat que je vous donne à chaque fois, normalement doit être redémontré à partir de la loi des nœuds que j'ai exprimée dans le tout premier exemple.